Monsieur Maréchal, vous représentez donc l'AFR CIVAM de Bretagne, donc je ne fais pas les présentations avec Blaise Berger. Je précise néanmoins que vous n'avez pas, là je parle sous votre contrôle, directement participé à la recherche Action, vous l'avez suivi, vous avez quand même dû avoir les éléments d'information, les premiers éléments d'information, et ça serait donc intéressant de poursuivre le diagnostic qui a été fait, des premiers résultats, pour savoir comment vous vivez, comment ces circuits courts, les obstacles auxquels vous vous heurtez. Permettez-moi, et j'en aurai terminé, de dire aussi tout l'intérêt, parce que ça n'a pas été dit, mais vous connaissez cette structure, mais je tiens quand même à souligner combien les CIVAM sont intéressants, puisque ce sont des centres qui sont plus que cinquantenaires, et qui, très tôt, se sont employés à valoriser des initiatives sur les territoires en vue de renouveler, de proposer d'autres approches agricoles en croisant le regard des acteurs, des agriculteurs et des chercheurs. Donc, en quelque sorte, on n'a pratiquement rien inventé. Hein. Vous aviez déjà, vous, pas personnellement, malgré les cheveux blancs, hein, mais votre structure d'appartenance, vous avez d'emblée montré qu'il était possible d'imaginer d'autres formes d'agriculture. Alors, vous avez entendu, vous connaissez les résultats. Peut-être poursuivez le diagnostic en pointant les difficultés auxquelles se heurtent les acteurs dans le cadre des parcs naturels régionaux pour déployer des circuits courts. D'accord. Merci beaucoup. Alors d'abord, je voudrais vous dire mon plaisir de venir dans cette salle, de pouvoir retrouver des gens que j'ai côtoyés dans les différentes actions, dans les différentes recherches sur les circuits courts. L'occasion en est rarement donnée, donc c'est vraiment très très bien de pouvoir venir à Paris et de voir d'un seul coup tant de monde. Deuxième élément aussi, c'est tout l'intérêt de la démarche qu'ont les parcs et leur approche territoriale pour traiter cette question. Au début des années 2000, quand j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à ces affaires de circuits courts, de vente directe et autres, on passait encore pour des illuminés dans certains cas. Hein. L'ambiance générale dans ma chère Bretagne était que grosso modo c'était quelque chose qui avait existé dans le passé, bon certes, et que maintenant il en restait quelques-uns à s'intéresser à ça. C'était, alors comment dire en breton, des bléouhir, des hippies, enfin qui revenaient faire leur petit Woodstock dans le centre Bretagne, ou bien quelques retraités qui avaient besoin de s'occuper au marché le samedi matin en vendant quelques pommes. À l'époque, en 2002, il devait y avoir à peu près sur la Bretagne, d'après ce que nous avions repéré, une vingtaine de ce que nous avions appelé initiatives collectives. Alors, initiative collective, ça peut être un magasin collectif de producteurs, ça peut être simplement quelqu'un qui a un magasin de vente à la ferme et qui accueille aussi son voisin. Quand on a refait l'état des lieux en 2008, il y en avait déjà 120. Vous voyez ce caractère un petit peu explosif, malgré tout. Alors, une explosion, alors non seulement dans la quantité, mais aussi, je dirais, dans la qualité. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître de nouvelles pratiques, de nouvelles idées qui se sont propagées. Et très vite, il est apparu qu'on pouvait se trouver derrière un rideau de fumée qui empêchait de voir précisément les intérêts respectifs des différents types, ce que nous avons appelé modalités dans notre jargon, de circuits courts. À l'époque, un mouvement naissait très fortement, inspiré du Japon, c'était les AMAP, enfin inspirés indirectement du Japon, venant plutôt des États-Unis, mais qui eux-mêmes s'étaient inspirés du Japon, et qui faisaient vraiment la une de la presse régionale et de partout. Et on ne parlait que de ça. Et quand on a commencé à fouiller un petit peu pour voir sur le plan économique, par exemple, ce qui était important dans le bassin de Rennes, on s'est aperçu que quelque chose dont personne ne parlait jamais, c'est-à-dire les marchés, était passé en quelques années de 26, si je me souviens bien, à 33, donc croissait, renouvelait leurs pratiques, c'est-à-dire que le marché du matin attirait peut-être moins de monde, par contre le marché de sortie de bureau commençait à attirer du monde, les marchés thématiques, paysans ou bio naissaient, et qu'en chiffre d'affaires, ça représentait pratiquement la moitié des ventes en circuit court. Donc ça nous interpellait parce qu'on se disait il y a des sujets qui sont
importants socialement, comme les pratiques des AMAP, mais dont la portée économique est relativement restreinte. D'autres, au contraire, qui ont une portée économique importante, mais dont personne ne part. Il faut aller fouiller quelque part. Et donc, il y avait ce besoin de connaissances qui reste toujours d'actualité quand on parle des perspectives. C'est pour ça que cette alliance entre les acteurs de terrain, les collectivités, la recherche, reste toujours aussi important pour savoir où on va. Toujours un petit regard rétrospectif. À cette époque du début des années 2000, le recensement général de l'agriculture ne demandait plus les pratiques de commercialisation sur les exploitations. C'est revenu à la dernière génération. Il y a, peut-être on pourra me corriger, du côté ministère de l'Agriculture, ça a été réintroduit 2010. en 2010. Et donc finalement, c'était plus un sujet. C'était, comme je vous le disais tout à l'heure, quelque chose relevant de la réserve d'Indiens ou autre. Et pourtant, les perspectives au-delà de l'économie au sens chiffre d'affaires sont énormes. J'ai rencontré l'autre jour, revenant de Paris, dans le train, le président de la Fédération régionale de l'agriculture biologique, qui disait qu'actuellement, dans la bio en Bretagne, 80% de ceux qui s'installent mettent les circuits courts à leur programme. Et pour 50%, il s'agit de ventes exclusives en circuit court. Donc on n'est plus dans l'anecdote. On est d'autant moins dans l'anecdote que l'illusion qu'on avait pu entretenir, de renouveler les pratiques agricoles, et notamment environnementales, en proposant à ceux qui sont en place d'évoluer vers des pratiques où, ne serait-ce que par les besoins d'un système de production diversifié, les impacts environnementaux diminueraient, ça n'a pas marché. En tout cas, dans l'Ouest, ça n'a jamais marché. Et que la réponse à la demande se fait plutôt par installation. Alors, c'est une mauvaise nouvelle parce que ce qu'on pensait n'a pas marché. C'est un peu une bonne nouvelle parce que l'installation, ça permet de renouveler les générations, d'apporter du sang neuf, de nouvelles idées. Donc, il y a plein de connaissances dont nous avons besoin pour savoir de quoi nous traitons, quels sont les intérêts, ne pas tout mélanger. Et de ce point de vue-là, il y a eu simultanément au travail de terrain qui était fait par des groupes de développement agricole, comme celui dans lequel j'exerçais à l'époque, une mobilisation de la recherche dans différents endroits. Alors, nous, au plus près à Rennes, avec les collègues d'AgroCampus, de Rennes 1, Rennes 2, mais aussi à Montpellier, à Angers, à Lyon. Et ces intérêts communs, finalement, de chercheurs qui avaient un peu de mal à entrer dans des réseaux dont certains prétendaient qu'ils n'existaient plus, et puis de praticiens qui avaient besoin de prendre du recul, s'est révélée extrêmement fructueuse, y compris à l'échelle européenne. Alors maintenant, vous me dites où j'en suis dans mon temps. Non, c'est un débat, vous n'avez pas... voilà. Et alors, privilégions le débat en profitant du fait que cette table ronde, et c'est son grand mérite, et bravo aux organisateurs, réunit des personnes d'horizons extrêmement différents, ou plus exactement d'échelles d'intervention différentes. Ça va du parc naturel, on y reviendra avec Paul Raoult, jusqu'à l'Europe que vous venez de citer. Alors, prolongeons néanmoins avec vous plutôt sur ce qui résulte de ce que j'appellerais presque de ce trop-plein de connaissances. Est-ce qu'il ne risque pas, et ça sera ma question avant de poursuivre le tour de table, de faire passer à côté des revendications quasi catégorielles des acteurs, des agriculteurs qui interviennent sur ces circuits courts? Alors, comment on gère ce trop plein de connaissances dont vous reconnaissez néanmoins le mérite? Alors, pour l'instant, non, je ne pense pas qu'il y ait un trop plein de connaissances, parce qu'on a encore besoin, y compris pour alimenter l'action de terrain, il y a encore tellement de choses qu'on ne connaît pas. On citait un exemple, alors quelque chose qui a aussi fait les unes de la presse, les ventes à la restauration collective. C'est très très difficile de savoir comment s'y prendre, pour savoir quel est le potentiel d'achat, ou même tout simplement les achats à un moment donné. Donc il n'y a pas de trop plein. Mais on a appris pas mal de choses, malgré tout, sur les rôles de qui peut tirer le progrès de ces circuits courts. Là encore, nous avons participé à un projet, alors à l'échelle européenne cette fois, qui rassemblait chercheurs et praticiens de différents pays, où il apparaissait qu'on distinguait 3 forces motrices et qui étaient assez localisées suivant les pays. Alors côté anglo-saxon, mais aussi bizarrement Hongrie, c'était des acteurs privés et notamment des intermédiaires
hein, qui jouent un peu le rôle, allez, je vais m'approvisionner quelque part, je vais vendre ailleurs, qui jouent un rôle moteur. C'est eux qui tirent la charrue. Dans d'autres cas, qu'on rencontrait un petit peu partout, comme c'était des alliances entre agriculteurs et puis consommateurs, alors du style AMAP ou autre, qui étaient considérés comme la force motrice principale. Et dans 2 pays, Pologne et France, les collectivités, notamment les collectivités territoriales, locales, ou pas tellement dans leur rôle législatif ou budgétaire, mais plutôt dans leur rôle d'organiseur de territoire, comme peut l'être d'ailleurs un parc, hein, j'y inclurais un parc, étaient considérés comme quelque chose de particulièrement important, pas tant pour les quelques repas qu'on pourra acheter à la cantine, mais comme étant le lieu où peuvent se retrouver les acteurs dont la concertation, dont la coordination est absolument nécessaire pour faire avancer les choses. Et de ce point de vue-là, il est clair que le 3e pôle de la connaissance, de la rigueur de la démarche, est absolument indispensable. Alors pour ne pas monopoliser, je dirais simplement, peut-être pour terminer, que c'est aussi, parmi les enjeux qu'on a cités, il y a aussi derrière ça un enjeu de démocratie. Un enjeu de démocratie sur les choix que nous avons en matière alimentaire, certes, mais aussi en matière de gestion du territoire. J'ai pris un petit exemple avant de venir. Département d'Ille-et-Vilaine, 900 000 habitants. Bon. Les personnes qui font les choix importants en matière de gestion du territoire, de l'espace, et notamment agricole, qui est encore la très très grande majorité de l'espace, ont été élus par 4 800 personnes sur 900 000, soit 0,5% de la population. Intéresser les citoyens avec les agriculteurs, sortir d'un corporatisme, est quelque chose d'absolument essentiel. Et ça ne se fera sans doute pas par des dispositif législatif ou par la volonté du Saint-Esprit. Je pense qu'on le fera beaucoup mieux en mettant des gens en présence qui partagent certains intérêts et commencent à se parler. Ah, alors, c'est-à-dire qu'on n'aurait presque plus pas besoin des pouvoirs publics pour appuyer le développement. Bien sûr que si. Ah, voilà, merci de l'avoir précisé. Et justement, c'est ce qu'on va voir en poursuivant le tour de table, qu'on pourrait organiser en 2 temps. D'abord, avoir votre retour des uns des autres sur ce que vous avez entendu. Encore une fois, cette recherche-action locataire, est-ce que vous y retrouvez? Est-ce qu'elle fait écho aux problèmes, aux obstacles, au développement des circuits courts tels que vous pouvez les observer? Et dans un deuxième temps, on vous sollicitera pour savoir dans quelle mesure vous pourriez appuyer sur les leviers dont vous disposez pour assurer le développement de ces circuits courts. Alors, commençons par Paul Raoult, au titre de vos fonctions au parc naturel de l'Avesnois. Du Nord. Ce parc ne fait pas partie du panel de la recherche-action. Néanmoins, est-ce que vous vous êtes retrouvé dans le diagnostic qui a été fait sur les difficultés éventuellement rencontrées par les acteurs pour développer ces circuits courts dans un parc naturel régional? Bon, oui. C'est un sujet finalement quand même difficile parce qu'on est dans l'humain et dans la diversité des consciences et de l'histoire et de la culture de chacun de nos territoires. C'est-à-dire que chaque territoire, et Dieu merci, c'est bien comme ça, a sa propre histoire, et c'est toujours difficile de généraliser. Ou alors on part de choses concrètes, hein, c'est-à-dire qu'on sort des généralités, et je parle de ma propre expérience, c'est-à-dire lorsque l'on crée les boutiques du terroir, ça veut dire concrètement on essaie de trouver des gens qui ne vont vendre en majorité que des produits du terroir. Hein, c'est-à-dire dans la charte d'engagement, hein, on leur dit, eh bien, dans votre boutique, vous devrez obligatoirement vendre 15 produits du terroir. Hein, bon. Et ensuite, ils participent à un mode de communication commun grâce au parc, hein, et à une formation commune. Alors, on s'aperçoit au bout du compte qu'il y a une très grande diversité de réponses. Hein, c'est-à-dire que c'est aussi bien un arboriculteur qui joue le jeu, hein, mais qui n'est pas bio. C'est une école agricole, hein, qui fabrique des yaourts et des fromages.
C'est un CAT qui participe à la vie agricole du territoire. Ou alors, c'est le dernier cas, un couple de Lillois qui abandonne métier informatique, et qui vient brutalement s'installer dans l'Avesnois, et qui se transforme entre guillemets en épicier, mais avec une volonté de faire un gîte, de faire chambre d'hôte et de tenir la boutique du terroir. Donc c'est vraiment des réponses très, très, très diverses. Le tout, évidemment, c'est de contrôler que la charte elle est bien appliquée, et que les 15 produits régionaux sont toujours dans la boutique en question. Mais il y a une véritable animation. Et dans le dernier cas, c'est intéressant parce que les gens se sont installés dans un petit village, un tout petit village, et aujourd'hui, le rayonnement, la zone de marchandises, je vais dire, de la boutique, elle est très large. C'est-à-dire que vous avez des gens à 5 ou 10 km à la ronde qui viennent dans cette boutique. Donc c'est intéressant en termes d'animation ou de réanimation du territoire. Et le dernier exemple qu'on vient de mettre en œuvre, c'est avec des restaurateurs, c'est-à-dire 8 restaurateurs qui se mettent d'accord et on leur dit, voilà, l'entrée, vous ferez un menu de l'Avesnois, et dans le menu, obligatoirement, il y a une majorité de produits du territoire. L'entrée est un produit du territoire, le dessert aussi, et il y a obligatoirement dans les produits, pour l'alimentation, mais aussi pour la boisson, des produits du territoire. Et moi, j'étais quand même assez surpris que 8 restaurateurs jouent le jeu et rentrent dans cette logique. Vous voyez ? Bon. Alors ça pourrait... Alors on peut toujours dire que c'est anecdotique, mais je pense que c'est pas... Et on a bien vu que la presse locale, grand journal, quotidien, régional, a relayé, s'est précipité même sur l'inauguration, avec interviews, etc., et avec pas mal de jeunes restaurateurs qui en veulent, qui sont installés dans des petits bleds, pas évident d'aller installer un restaurant, un petit bled de 200 habitants. Alors, à quoi ça tient, une question, mais à laquelle Gilles Maréchal pourra d'ailleurs, et je lui demande de répondre aussi. Vous parlez d'animation. Les circuits courts concernent toutes sortes de territoires. Ceux qui nous intéressent ce matin, ce sont les parcs naturels régionaux, qui ont la particularité d'avoir, au fil du temps, développé une ingénierie, des compétences. Alors, justement, est-ce qu'ils ne sont pas les mieux placés pour développer ce type de... C'est évident que dans un parc, quand on a 30, 40 ou 50 personnes, le parc de l'Avesnois, c'est plus de 40 personnes, une ingénierie extraordinaire, de médiation et de capacité à rassembler, de provoquer des réunions avec les restaurateurs, de provoquer des réunions avec les agriculteurs, dans la conversion bio, par exemple, et jouer bio et local. Je l'ai dit tout à l'heure que je suis maire d'une commune de 5000 habitants. Par décision purement politique et individuelle, j'ai voulu montrer l'exemple et pour qu'on dise, voilà, on va faire du bio à la cantine, c'est quand même 450 repas. Ceci dit, après, derrière, les élus, ils marchent, quoi. Bon, et l'appel d'offres, c'était pas évident, parce que vous savez que bien, les grands, Sodexo, Dupont, etc., m'ont fait un bras d'honneur et ont rendu des prix qui savaient très bien que je ne pourrais pas accepter. Sauf qu'il y en a eu un petit producteur de plats, de production de plats, qui lui a joué le jeu et m'a fait du plus 20, plus 30. Donc c'était jouable. Bon. Mais on voit bien qu'il fallait quand même l'aider à ce qu'il joue local. Et c'est mon adjointe chargée de ces questions qui est allée à la recherche de producteurs locaux. Alors c'est la pomme de terre bio, c'est la pomme bio. Là, on vient de trouver de la viande bio, alors que dans l'appel d'offres, il n'y avait pas de la viande bio. C'est-à-dire que, évidemment, l'entreprise, elle cherche au plus simple.
pour que on puisse avoir un ravitaillement, même pendant du bio, parfois de loin. Hein. Et c'est plus l'élu qui s'est investi dans cette tâche pour obliger en quelque sorte ou solliciter le producteur des plats à faire du local en même temps que du bio. Ça veut dire que les initiatives, elles sont très diverses. Hein. Bon, parce que je reprendrai un autre exemple dans après, on écoute Gilles. Comment ? Et après, on écoute Gilles. Oui. Non, mais sur le réseau des boutiques, il y a aussi un jeune qui a repris un café et qui a installé une microbrasserie. Bon, et à partir de là, c'est enclenché un mouvement qui fait qu'aujourd'hui, d'abord, des microbrasseries, on en a beaucoup, hein, mais il a fédéré l'ensemble de ces producteurs de bière artisanale et ça crée une dynamique territoriale qui me paraît intéressante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le parc, vous avez des AMAP qui se créent vraiment maintenant. Ça y est, le mouvement est parti, quoi. Hein. Bon. Plus d'ailleurs avec des non-agriculteurs qu'avec des agriculteurs d'origine agricole. Hein. Et puis un autre élément qui me surprend quand même, c'est l'action de Terre de Liens, pour ceux qui connaissent. Hein. Bon, ça veut dire qu'il faut arriver à trouver du foncier, hein, qui va pouvoir faire effectivement qu'on va installer un jeune et faire du bio. Hein. Gilles Maréchal, sur ce point, l'ingénierie. Oui, sur ce point, bien entendu, les parcs ont le double avantage, alors d'une part de disposer d'une certaine force de frappe en matière d'ingénierie, et puis aussi d'une légitimité territoriale pour essayer de mettre les acteurs autour de la table en considérant des intérêts qui peuvent quelquefois diverger entre, l'économie et l'environnement par moment. C'est vraiment leur vocation. Alors après, les parcs n'existent pas partout. Hein, et notamment l'approvisionnement des villes relativement importantes est rarement intégré à l'intérieur d'un parc. Mais ceci dit, on a parlé de différentes échelles, enfin le bassin de vie alimentaire tout à l'heure. Ce qui rend les choses un petit peu compliquées, c'est qu'il y a en fait un empilement d'échelles. C'est-à-dire qu'il y a sans doute des échelles qui sont intéressantes pour organiser la vision stratégique. Mais par contre, le lieu de l'action est à une autre échelle. Vous l'avez très bien dit, l'approvisionnement d'une cantine, l'organisation d'un marché, ça dépend du maire. Hein, ça, l'échelle, là, est toute trouvée. Mais par contre, il y a besoin de trouver ces structures un peu chapeaux qui peuvent faire en sorte que des cantines puissent acheter ensemble ou bien que le marché de deux communes voisines n'ait pas lieu au même moment. Hein, de façon à organiser le territoire de façon plus complète. Une sorte de principe de subsidiarité appliqué au circuit court. J'aurais bien aimé poursuivre ce tour de table avec Marie-Madeleine Mialot. Malheureusement, elle n'est toujours pas là. Elle est vice-présidente du conseil régional de la région Centre. Une région intéressante parce qu'elle compte pas moins de 3 parcs naturels régionaux, dont 2 qu'elle partage avec d'autres régions, donc des parcs qui sont à cheval sur plusieurs régions, ce qui n'est pas sans poser des problèmes, jusqu'à y compris pour le développement des circuits courts. Et elle aurait apporté, j'espère qu'elle viendra, elle le dira elle-même, mais quelques petits bémols en constatant les risques d'anarchie, c'est son mot, en voyant se développer toutes sortes de circuits courts par rapport à ce qui existe déjà, les fameux marchés qui ont été évoqués, et puis le fait qu'un agriculteur sait peut-être produire, mais il ne sait pas forcément avoir la bonne relation commerciale avec les clients, etc. Bon, espérons qu'elle nous rejoigne pour qu'elle le dise mieux que je ne l'ai fait.